chercheuse boursière FRQS Junior 2, professeure agrégée à l'École de kinésiologie et de sciences de l'activité physique et à l'École de santé publique de l'Université de Montréal. Elle est chercheuse aussi au centre, désolé, de recherche du Centre hospitalier de l'Université de Montréal et à l'Institut du cancer de Montréal. Ses recherches portent sur l'activité physique dans une perspective de promotion de la santé mentale et physique auprès de diverses populations, incluant les jeunes en transition à la transition à l'adulte, les personnes touchées par le cancer, immunosupprimées et les proches. Ces travaux se structurent autour de deux axes de recherche, la co-construction et la mise en œuvre et l'évaluation de programmes innovants d'activité physique en pré-adaptation et en réadaptation en cancer à l'aide d'études interventionnelles pragmatiques et des études des contextes, donc des groupes, la nature, des pratiques d'activité physique et des mécanismes d'action impliqués pour améliorer la santé mentale et prévenir les troubles mentaux à partir de données d'études longitudinales observationnelles. Elle est également co-directrice scientifique de Calaxia, un réseau francophone de partage de connaissances en santé mentale des populations qui a pour mission de rendre des données probantes accessibles aux décideurs, gestionnaires, professionnels de la santé et services sociaux de la santé publique ainsi que des intervenants communautaires. Donc, merci d'être présente avec nous, Isabelle. Donc, je te laisse la place pour la présentation. Merci beaucoup, Vincent. Merci, Vincent, et merci, Claudia, pour l'invitation. C'est vraiment un plaisir d'être avec vous aujourd'hui depuis les Rocheuses canadiennes où je suis dans le cadre de mon année d'études et de recherche. Puis je vais vous parler un peu de santé mentale positive. Je fais beaucoup de choses. Je m'intéresse à l'activité physique, mais je vous en parlerai pas nécessairement aujourd'hui. Je vise vraiment à vous partager dans les prochaines minutes quelques repères conceptuels puis perspectives pour l'action dans une perspective de santé mentale positive. Donc, ce que je vous propose aujourd'hui, c'est qu'on puisse parler de définition de la santé mentale, comment on la distingue de l'absence des troubles mentaux notamment, qu'on puisse situer la santé mentale positive dans une perspective de promotion de la santé mentale. D'autre part, qu'on puisse un peu mieux comprendre les fondements à la fois hédoniques, démoniques, qui constituent la santé mentale positive telle qu'on la conceptualise aujourd'hui et qu'on puisse distinguer les différentes formes de bien-être qui conçoivent et qui constituent la santé mentale positive. Puis enfin, on va parler de mesures. Je vais vous présenter une mesure plus spécifiquement, puis on va essayer de situer la mesure puis la surveillance de l'état de la santé mentale positive dans le contexte de la santé publique au Québec. Avant de se lancer dans le vif du sujet, je voulais vous partager une petite anecdote. J'ai participé à un congrès il y a 2 semaines et j'ai assisté à une conférence qui m'a personnellement beaucoup touchée de Ellen Kelsey, qui est une chercheuse qui s'intéresse beaucoup à la notion de l'espoir, mais elle dans une perspective des changements climatiques. Euh, j'ai adoré sa conférence, j'ai acheté son livre que j'ai juste à côté de moi que je suis en train de lire actuellement. Et puis en fait, elle présente l'optimisme dans son livre. euh, un peu, excusez-moi, pas l'optimisme, mais elle présente l'espoir non pas justement comme une forme d'optimisme naïf, mais plus comme une pratique active ou une force individuelle et collective qu'on doit cultiver au quotidien. J'y ai vu tout de suite un lien direct avec la santé mentale positive, puis je vous dirais que ça a donné un peu un sens à ce que je fais dans ma carrière depuis peut-être les 15 dernières années. Pour moi, parler de santé mentale positive, c'est un peu de choisir l'espoir comme point de départ, plutôt que de s'appuyer uniquement sur ce qui va moins bien, les statistiques, la prévalence des troubles mentaux comme moteur de changement. Donc, je voulais juste vous le partager, puis je vous invite à adopter un peu cette posture avec moi pour les prochaines minutes qu'on va passer ensemble. Donc, commençons par définir ce qu'est la santé mentale, puis à la situer dans un contexte de promotion de la santé mentale. Pardon. Donc, vous êtes certainement pas sans le savoir, on a traditionnellement, depuis de nombreuses années, défini initialement la santé mentale sur un seul et même continuum, à savoir l'absence ou la présence de troubles mentaux. Donc, une personne qui était exempte de troubles mentaux était nécessairement considérée en bonne santé mentale. Il y a plusieurs chercheurs, à la fois des théoriciens, mais également des chercheurs qui ont mené des études empiriques, qui ont développé, ou en tout cas qui ont contribué à l'idée de représenter la santé mentale sur le modèle du double continuum qui a été beaucoup promu par Corey Keyes aux États-Unis, qui est un sociologue et qui a beaucoup écrit sur le sujet. Donc, selon le modèle proposé par Keyes, mais inspiré par beaucoup de chercheurs, la santé mentale serait beaucoup mieux définie par ce modèle des deux continuums où on retrouve la présence ou l'absence de troubles mentaux ou de symptômes de troubles mentaux, mais auquel s'ajouterait un deuxième axe sur lequel on viendrait mesurer le niveau de santé mentale en termes de bien-être notamment, et on va y revenir, sur un deuxième continuum. Et que ces deux indicateurs, ces deux continuums, nous permettraient d'avoir une appréciation beaucoup plus complète et globale de l'état de santé mentale d'un individu. Pour situer tout ça, je vous propose trois petits cas de figure qu'on va regarder ensemble, très simples, mais qui vont nous permettre d'illustrer où on peut situer les individus dans ces continuums.
Donc, je vous présente notre premier cas. Julie, 34 ans, c'est une architecte, mère de 2 enfants. Julie a fait une dépression postpartum à 30 ans. Elle a un trouble anxieux diagnostiqué également et elle prend des anxiolytiques depuis plusieurs années. Elle fait régulièrement du yoga, ce qui l'aide beaucoup. Elle se sent bien, elle se sent heureuse, elle a de très bonnes relations avec son conjoint et ses parents qui sont à la fois présents et soutenants. Si on se pose la question, est-ce que Julie est en bonne santé mentale? Si on essaie de la situer dans notre continuum, probablement que Julie se situerait dans le cadran où, oui, elle vit avec un trouble mental, mais elle jouit d'une santé mentale élevée, d'un niveau de bien-être élevé. Prenons Marc maintenant, 55 ans au chômage. C'est un ex-monteur de ligne chez Hydro, il a eu un grave accident de travail l'an dernier, il est au chômage depuis. Il se sent à la fois triste, déprimé, seul, isolé, et ce depuis plusieurs mois. Il est célibataire, sans enfant, ses parents sont âgés et habitent assez loin en Ontario. Il a de bons amis, mais depuis son accident, il décline toutes les invitations. Il n'a pas trop envie non plus de consulter un médecin. Est-ce que Marc est en bonne santé mentale? Donc, probablement que Marc se situe dans un cadran plus défavorable. Avec les indicateurs qu'on a, bien évidemment, on n'est pas en train de poser un diagnostic aujourd'hui, mais probablement qu'il y a une présence de certains symptômes de troubles mentaux et probablement que Marc jouit d'un niveau relativement faible de santé mentale dans sa dimension positive en termes de bien-être. Et maintenant, je terminerai avec Sarah, 25 ans, étudiante à la maîtrise. Certains vont peut-être se reconnaître. Donc, Sarah est en rédaction de mémoire. Elle travaille en plus 25 heures par semaine pour subvenir à ses besoins. Difficulté avec son directeur de recherche qui donne pas vite vite des retours sur la rédaction de son mémoire. Elle a de bons amis, mais elle a peu de temps pour les voir. Elle se sent stressée, parfois un peu dépassée. Elle a consulté un médecin. Pas de symptômes ou de diagnostic de troubles anxieux, troubles dépressifs. Est-ce que Sarah est en bonne santé mentale? Sarah se retrouve probablement dans le cadran d'absence de troubles mentaux, mais avec un niveau de bien-être qui est relativement faible actuellement. Donc, l'idée de vous présenter ces différents cas de figure, c'était de démontrer qu'on peut se situer à ces 4 endroits dans ces cadrans-là. Donc, soit une situation qui est davantage favorable, santé mentale élevée, sans troubles mentaux, une situation qui est vraiment plus défavorable, un niveau de santé mentale qui est faible, avec présence de troubles mentaux, et des situations intermédiaires où on va combiner absence-présence de troubles mentaux, santé mentale élevée ou faible. Une chose que j'aimerais que vous reteniez, c'est qu'on va souvent représenter la santé mentale positive et les troubles mentaux avec ces 4 cadrans. Ceci étant, c'est un peu réducteur de vouloir catégoriser les gens dans des secteurs bien spécifiques de ces cadrans. Certains auteurs, notamment l'INSPQ qui a repris ce modèle-là, proposent une vision un petit peu plus fine avec 6 positions possibles ou 6 catégories possibles. Moi, ce que j'aimerais que vous reteniez, c'est qu'on peut se situer partout à l'intérieur de ces continuums et c'est pour ça qu'on les appelle des continuums. L'autre élément qui est très intéressant et important à retenir, c'est qu'on bouge à l'intérieur de ces continuums. Vous le savez très certainement, les symptômes de troubles mentaux varient à travers le temps, souvent sur de courtes périodes de quelques jours, de quelques semaines, et c'est la même chose pour la santé mentale positive ou le bien-être. C'est un indicateur qui varie à travers le temps. J'ai cherché de l'animation là, pour faire bouger mes petites figures, puis j'ai pas réussi, donc imaginez-vous que tout ça bouge. L'intérêt de dire que ce sont des indicateurs qui varient à travers le temps, c'est notamment d'un point de vue de surveillance, puisqu'ils varient à travers le temps au cours de la vie, mais au cours de relativement courtes périodes. On peut s'assurer de faire une surveillance de l'état de santé mentale, mais on peut aussi utiliser les indicateurs de santé mentale comme point d'issue dans nos études, par exemple, pour promouvoir la santé mentale positive et voir si nos interventions sont efficaces, sachant que c'est un indicateur qui varie dans le temps. Donc, ce que je vous ai proposé ici, c'était un peu une vision complémentaire et deux manières de penser la santé mentale, à la fois dans un modèle pathogénique qui est important et qui est utile, et avec un modèle davantage salutogénique. Donc, l'idée, c'est pas de dire que ces deux modèles sont à rivalité l'un avec l'autre. Ces deux modèles nous apportent une appréciation beaucoup plus complète de la santé mentale. Ceci étant, un point qui est très important et qui est à retenir, je pense que quand on veut promouvoir la santé mentale, ça implique nécessairement de concevoir et d'opérationnaliser la santé mentale dans son sens positif et c'est ce qui va vraiment nous intéresser aujourd'hui. Donc, je vais m'intéresser davantage du côté salutogénique et de la promotion pour simplement vous dresser quelques repères. Donc, en prévention, on s'intéresse beaucoup aux causes, aux définitions négatives, on vise des populations ciblées. Alors qu'en promotion, on vise vraiment à se poser la question, qu'est-ce qui va soutenir le bien-être? Quelle est la définition positive de la santé mentale que je peux utiliser? On va généralement adopter des approches qui sont plus globales, plus holistiques pour optimiser la santé mentale et le bien-être de la population. On cible généralement des interventions beaucoup plus globales qui touchent l'ensemble de la population. On vise à agir sur les déterminants de la santé mentale
plutôt que sur les facteurs de risque dans un contexte de prévention notamment. On vise à intervenir pour modifier, oui, les ressources individuelles, mais également les ressources sociales, les milieux de vie et les environnements. Et ultimement, ce qu'on vise, c'est accroître le pouvoir d'agir puis les capacités des individus et des communautés. Il existe de nombreuses définitions de la santé mentale et de la santé mentale à sa dimension positive. On ne les regardera pas toutes en détail. L'OMS en a proposé, l'Agent de la santé publique du Canada également. Je vous ai mis en gras les deux notions qui, pour moi, sont essentielles à retenir. C'est que la santé mentale, c'est un état de bien-être et c'est une ressource qui est essentielle, qu'il faut à la fois protéger, alimenter et soutenir à travers nos interventions. Donc maintenant, je vous propose de faire un rapide coup d'œil sur nos fondements théoriques, comment on en est arrivé à cette conceptualisation de la santé mentale dans sa dimension positive, d'où nous viennent les fondements théoriques. Donc, on va remonter très, très loin jusqu'à nos philosophes grecs. Donc, je vous propose de vous parler rapidement de la tradition hédonique et de la tradition eudémonique. Donc, la tradition hédonique nous vient notamment d'Épicure, qui est un philosophe grec, qui, pour lui, selon l'approche hédonique qu'il propose, le bien-être fait référence au plaisir de l'existence et au bonheur. Donc, dans ce contexte-là, le bien-être est associé davantage à nos affects positifs, au plaisir et à la satisfaction face à la vie. Donc, l'idée derrière le bien-être pour Épicure, c'est se sentir bien. La tradition eudémonique a davantage été développée par Socrate et Platon, qui sont également des philosophes grecs. Et selon leur approche et l'approche du bien-être eudémonique, on fait davantage référence au but ultime de la vie humaine, puis ça renvoie à la capacité de l'individu à actualiser son potentiel. Initialement, selon l'approche et la tradition eudémonique proposée par nos philosophes grecs et pendant plusieurs années par la suite, on parlait surtout de bien-être, de but ultime de la vie au niveau individuel, mais vous allez voir que certains chercheurs, notamment Corey Keyes, qui ont proposé d'élargir cette conception au bien-être social et au fonctionnement social de l'individu dans la société. Donc, ces deux traditions nous amènent à donc trois formes de bien-être qu'on utilise aujourd'hui pour mesurer et documenter la santé mentale dans sa dimension positive. Donc, la première dimension ou la première forme de bien-être, c'est le bien-être émotionnel qui, lui, apprend ou en tout cas utilise vraiment l'approche hédonique et qui vise vraiment à documenter le bonheur, donc à la fois nos émotions, nos affects positifs et négatifs, notre niveau d'intérêt face à la vie, donc notre sentiment d'engagement, de curiosité, de stimulation, mais également notre satisfaction face à la vie, donc notre positionnement individuel par rapport à nos attentes, notamment dans la vie. La deuxième forme de bien-être, elle nous vient de la tradition eudémonique et fait davantage référence au fonctionnement individuel positif, et c'est ce qu'on appelle le bien-être psychologique. Donc, les travaux de Riff ont beaucoup travaillé au niveau théorique à développer cette conceptualisation et ils proposent que le bien-être soit un indicateur de fonctionnement optimal et ce, dans plusieurs sphères de la vie, et ils distinguent ou identifient 6 sphères bien spécifiques. Donc, l'acceptation de soi, attitude positive envers soi-même, le contrôle ou la maîtrise de son environnement, donc gestion des exigences au quotidien, nos relations positives, les liens chaleureux, significatifs qu'on entretient avec les autres, nos buts dans la vie, le sens, la direction de nos intentions, notre autonomie, donc notre capacité à orienter et à faire des choix, et la croissance personnelle. La troisième forme de bien-être qui a été vraiment davantage développée par Corey Keyes, c'est le bien-être social. Donc, pour Keyes, et Keyes étant sociologue, soutient que la santé mentale positive, c'est aussi social. Donc, il va élargir la conceptualisation plus traditionnelle du bien-être davantage émotionnel et psychologique pour inclure le rapport de l'individu à à la société et à sa communauté. Et il propose 5 grandes dimensions. L'appartenance sociale, la contribution sociale, donc le sentiment d'être utile, la cohérence sociale, donc la connaissance et l'influence du monde social, l'actualisation sociale, donc le potentiel ou notre perception du potentiel de la société et la confiance en la société, et l'acceptation sociale qui a davantage trait à la confiance, l'attitude positive envers les autres et notre vision favorable de la nature humaine. Donc, ces 3 formes de bien-être-là vont être rassemblées dans une mesure de la santé mentale positive qui est le continuum de santé mentale. Je vous parle aujourd'hui du continuum de santé mentale. Il existe plusieurs autres échelles. J'ai choisi celle-ci parce que c'est l'échelle qu'on utilise actuellement le plus au Canada dans nos grandes enquêtes et c'est probablement l'échelle qui est la plus reconnue et utilisée à travers le monde, tant au niveau de la recherche qu'au niveau de la surveillance épidémiologique de la santé mentale positive. Donc,
Le questionnaire continuum de santé mentale, le MHC, Mental Health Continuum Short Form, est composé de 14 items, c'est la version qui est la plus couramment utilisée, qui vont documenter le bien-être émotionnel avec 3 items, le bien-être social et le bien-être psychologique avec respectivement 5 et 6 items. Et chacun des items vient à mesurer les concepts que je vous ai présentés précédemment. Ici, vous avez donc, je sais que c'est un peu petit là, mais vous avez donc l'échelle en entier. Donc, le continuum de santé mentale va demander au cours du dernier mois à quelle fréquence avez-vous ressenti que vous étiez heureux, vous étiez intéressé par la vie, vous étiez satisfait à l'égard de votre vie. Et pour chacun des indicateurs, on va demander à la personne de quantifier la fréquence à laquelle ses émotions sont ressenties sur une échelle qui va de jamais, 0, à tous les jours, 5. Il existe deux façons principales d'utiliser le MHC, soit en score continu ou en classification catégorielle. Les objectifs peuvent varier pour des considérations méthodologiques ou simplement pour le message qu'on souhaite transmettre. On va très souvent utiliser le score en continu de l'échelle globale qui va de 0 à 70 pour avoir un indicateur de santé mentale positive complète. On va aussi utiliser les scores par sous-échelle, plus rarement, mais ça peut tout à fait être intéressant si on suppose, par exemple, qu'une intervention ou un indicateur auquel on s'intéresse est plus susceptible d'avoir un impact sur une ou l'autre de ces dimensions. La classification catégorielle qui est proposée par Keyes, elle est très intéressante. Elle n'est pas simple à calculer, mais elle est tout à fait faisable et toutes les indications existent dans plusieurs articles scientifiques. Mais l'idée, c'est de tenir compte de notre positionnement sur chacune des échelles pour proposer une classification en 3 catégories où on va parler de santé mentale florissante, qui est le niveau le plus élevé de santé mentale modérée et santé mentale languissante. Si vous regardez les grandes enquêtes canadiennes, l'Agence de la santé publique du Canada, Statistique Canada et de plus en plus d'études, on va souvent regrouper les catégories modérées et languissantes ensemble pour distinguer les individus qui présentent une santé mentale florissante ou non florissante. Donc, force et limite rapidement du MHC, c'est une échelle qui est brève, qui est facile à utiliser. Vous l'avez vu, elle est multidimensionnelle. Elle vient vraiment reposer sur les approches théoriques et documenter les 3 formes de bien-être. Ses propriétés psychométriques ont été étudiées dans diverses langues et dans diverses cultures. Et c'est probablement actuellement l'échelle la plus couramment utilisée à travers le monde et beaucoup au Canada. Et je vous dirais que c'est très intéressant parce que ça nous permet de faire des comparaisons avec des données populationnelles parce que les grandes enquêtes canadiennes l'utilisent. Je vous ai mis dans le petit encadré là, bleu. Moi, au début de ma carrière, je m'intéressais déjà à la santé mentale dans sa dimension positive, à la qualité de vie. Et dans l'enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes, donc le SCC en 2002, la seule mesure qu'on avait de disponible de la santé mentale positive, c'était comment évaluez-vous votre santé? Et on avait 37% de la population qui nous disait très bonne et excellente. Ceci étant, savoir ce que ça signifie, c'est très complexe. Est-ce que c'est 37% qui a un bonheur très élevé? Est-ce que c'est 37% qui a un fonctionnement psychosocial satisfaisant? Qu'est-ce que ça signifie? On avait très peu d'informations. Donc, depuis l'enquête de l'ESCC Santé mentale 2012, on a intégré la mesure de santé mentale positive, notamment grâce aux travaux de Jean Caron, qui était chercheur à McGill, et au Douglas à l'époque. Et je pense que ça nous donne vraiment une appréciation beaucoup plus complète de la santé mentale dans sa dimension positive. Quelques limites, par ailleurs, du MHC que je veux souligner, c'est une mesure auto-rapportée et ça le sera très certainement toujours, mais il faut en être conscient. Euh, Elle est sensible au contexte culturel et social ou manque de sensibilité peut-être au contexte social et culturel. Je veux d'ailleurs la porter dans une perspective où on pourrait s'intéresser à la santé mentale positive des populations, notamment autochtones. Il n'y a aucune dimension qui touche le bien-être spirituel. Or, on sait que c'est une dimension qui est extrêmement importante chez les communautés autochtones et dans d'autres groupes de la population également ou dans d'autres cultures. Donc, c'est une sensibilité à avoir. C'est peut-être pas une échelle qui peut être utilisée de manière aveugle dans toutes les populations. Et en fait, il existe des seuils catégoriels. Ce sont des références intéressantes, mais bien évidemment, on ne parle pas ici de seuil clinique. Puis, je vous ai mis une impression d'écran. C'est la validation de l'échelle dans sa version canadienne-française qu'on a publiée il y a quelques années. Donc, j'ai presque terminé. Je voulais juste vous dire pourquoi mesurer la santé mentale positive. Je pense que c'est maintenant reconnu, puis j'ai peut-être pas besoin de vous convaincre que c'est une mesure qui est à la fois utile pour la recherche, pour l'intervention et la surveillance. Ça nous permet de documenter le bien-être, ça nous permet de documenter la santé mentale complète dans la mesure où on va la combiner avec des mesures de symptomatologie anxieuse et dépressive notamment. Ça nous permet aussi d'identifier des groupes potentiellement à risque. Donc, la littérature a bien démontré que les gens qui présentent un faible niveau de santé mentale positive, même en l'absence de troubles mentaux, sont plus à risque de développer différentes problématiques de
santé. Et nous, on avait fait justement un travail sur ça, sur les jeunes du cégep au collégial au Québec. La deuxième image, vous voyez, c'est l'agent de la santé publique du Canada qui a vraiment développé plusieurs travaux, qui a développé un modèle conceptuel pour les déterminants de la santé mentale positive, qui documente maintenant la santé mentale positive. Donc, c'est devenu vraiment un outil de surveillance au niveau populationnel. Et comme je vous le disais tout à l'heure, la santé mentale positive, c'est un concept qui est dynamique à travers le temps, contrairement à d'autres mesures qui ont déjà existé, le sens de cohérence, par exemple, qui est quelque chose qui est beaucoup plus stable au cours de la vie. La santé mentale positive, c'est quelque chose qui varie, c'est donc un indicateur qui est intéressant pour mesurer les changements au cours de la vie. Puis en fait, ben, que ce soit pour l'Association de la santé publique du Québec, que ce soit des cadres de référence, que ce soit en lien avec la nouvelle Journée nationale de promotion de la santé mentale positive, je pense que la santé mentale positive, maintenant, elle est partout. C'était pas le cas quand moi j'ai commencé ma carrière, puis c'est quelque chose qui me réjouit très certainement. Je vous ai mis quelques messages clés ici. Je vais pas les lire, mais je pense que l'idée, c'est si vous avez accès à la présentation, vous pourrez en prendre connaissance. Mais je pense que rappelez-vous que la santé mentale positive, c'est vraiment une conceptualisation de la santé mentale qui est non seulement fort intéressante, mais très utile et qui nous permet vraiment d'agir dans une perspective de promotion de la santé mentale. Je vous ai mis les références, puis la première qui est en turquoise, là, c'est vraiment une référence clé, je pense, pour la présentation aujourd'hui. C'est un des articles que j'ai écrit avec Jean Caron il y a plusieurs années, mais qui parle vraiment des concepts, des mesures et des déterminants de la santé mentale positive. Merci beaucoup.